Hello, hello. Sawadee krap. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, juste, je reste très brièvement. Comme le dit cette magnifique vignette que j'ai fait, c'est bel et bien une vidéo sur l'expatriation. Simplement, avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous faire partager quelques images sur un magnifique endroit où on a été hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui s'appelle Bang Nam Pheng et qui est en fait cette île qui est dans le grand coude de la Chao Phraya River. Je vous laisse découvrir et je reviens immédiatement à la fin des images. À tout de suite.
Hop, me voilà de retour. Alors, donc, avant de parler expatriation, car oui, c'est bien le sujet de cette vidéo, je vais vous donner juste quelques infos très rapides. Alors d'abord, cet endroit que vous venez de voir, franchement, c'est le vrai poumon vert de Bangkok, qui n'est pas, comme certains vous diront, Lumpini ou d'autres parcs qui sont beaucoup plus petits. Là, c'est beaucoup plus grand et surtout, ce qui est formidable, contrairement à Lumpini, qui est un très joli parc, mais on va dire qu'il y a un peu l'équivalent de, je sais pas, des Buttes Chaumont à Paris ou du parc Monceau, en plus grand. Là, cet endroit-là, très honnêtement, il est très sauvage. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'y aller. Donc là, vous pourrez voir la carte. Alors, en plus, bon, bah, c'est assez simple. Alors, pour les feignants, oui, j'ai dit c'est une île. En fait, c'est pas une île, vu que vous pouvez voir sur la carte, à l'extrémité, on va dire, nord-ouest, il y a un pont, et c'est quand même relié par un tout petit bras de rivière au reste de Bangkok. Voilà. Et donc, évidemment, alors, pour les plus feignants d'entre vous, l'intérêt, c'est que vous pouvez y aller en taxi, carrément. Il y a un grand parking, voilà, qui est près du marché, qui est une sorte de marché flottant. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, si vous devez y aller, c'est d'opter pour l'option, alors qui est forcément un peu plus longue, mais qui est beaucoup plus agréable, c'est-à-dire de prendre un taxi ou les transports, ou même un motorbike taxi, jusqu'à un des nombreux embarcadères qui sont en fait qui sont sur la Chao Phraya, et d'y aller en bateau. Voilà, moi j'y ai été en fait par le côté, alors là, le côté que vous allez voir entre les deux petits cœurs, par le côté est de l'endroit. Et puis voilà, bon, alors c'est un endroit où vous pouvez largement passer une très grosse demi-journée, voire presque une journée, parce qu'il y a des tas de choses à faire. On peut se balader d'abord à pied, il y a aussi des vélos. Pour les plus feignants, encore une fois, il y a aussi des scooters. Je crois qu'il y a des trottinettes électriques. Et puis, franchement, l'endroit est magnifique. Il y a un petit café avec une très chouette terrasse avec vue sur la Chao Phraya. Après, vous pouvez aller au petit marché flottant qui est super, super agréable, où vous pouvez d'ailleurs manger. Plus encore d'autres endroits qui m'échappent, mais franchement, essayez d'y aller. C'est vraiment pour se couper un petit peu de Bangkok, pour ceux qui y sont. C'est vraiment un très chouette moment à passer. Voilà. Autre information, j'ai eu la grande surprise, pas vraiment en fait une surprise, mais de me faire agresser dans les commentaires par un YouTuber qui n'appréciait pas que j'ai mis sur une de ses vidéos un commentaire, je reconnais, qui n'était pas très positif, mais enfin, de là à m'insulter quasiment et à me dire que je pouvais aller me faire, bon, il n'a pas précisé me faire quoi, mais j'imagine assez aisément. Ouais, franchement, quel manque d'élégance, surtout que, encore une fois, ce que je disais, moi je pense que c'est assez juste. C'est un YouTuber très propre sur lui, côté un peu béni oui, le gendre idéal, jamais un mot plus haut que l'autre, etc. Enfin, qui est quand même d'une neutralité étourdissante. Et en fait, il a juste fait une vidéo courte, en ne donnant pas beaucoup d'informations, mais en fait, en surfant sur la situation des pauvres étrangers, dont français, bloqués à Doha, bloqués à Dubaï, éventuellement bloqués à Bangkok à cause du conflit dans les pays du Golfe. Voilà, et en fait, il a juste fait ça pour faire des clics. Voilà, donc j'ai juste dit que je ne trouvais ça pas très élégant, que c'était un peu le même principe que les compagnies aériennes qui augmentaient les prix des billets d'avion. Voilà, les profiteurs de guerre, comme on dit. Bon,
Ok, bon, mon commentaire n'était pas des plus agréables, c'est vrai, mais enfin on a quand même le droit de donner son avis, il me semble, surtout que je suis resté extrêmement poli, je ne l'ai traité d'absolument rien, même pas de putaclic, alors que dans un autre commentaire il y a quelqu'un qui l'a fait, et voilà, et ce garçon simplement ne supporte pas la critique, voilà, et du coup ben, il a perdu son calme, et son commentaire était, voilà, sans aucune élégance, vulgaire, enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est comme ça. Mais je continuerai à mettre des commentaires sur ce que je pense. Voilà. Alors, donc ça, voilà pour ça. Ensuite, la situation ici à Bangkok. Et après, je vous jure, on parle on parle du sujet. Voilà. Mais pour l'instant, la situation à Bangkok ici, moi, en fait, j'ai décidé de rester 10 jours de plus. Donc j'ai prolongé mon condo Airbnb. Pour l'instant, j'ai pas demandé, j'ai pris aucune décision quant à mon billet Qatar Airways parce que bon, j'espère toujours que peut-être dans 10 jours, je pourrais simplement changer mon vol et ne rien payer. Sinon, j'ai déjà vérifié autour du 21, il y a des vols directs avec Thai Airways. À un prix, bon, on va dire, ça reste cher, mais disons que ça devient plus raisonnable. Voilà. Très honnêtement, changer mon billet et profiter de mon billet de retour avec Qatar Airways, même si l'Iran se calme, même si il y a une espèce de pacte de non-agression qui est passé, je sais pas, j'ai l'impression que ça reste un peu risqué. Bref, voilà. Allez, on va parler expatriation. Donc alors, comme vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit d'une première partie. Eh bien oui, parce qu'il y aura une deuxième partie. Donc dans cette première partie, on va parler d'expatriation un peu en général, à la fois localisation et puis style de vie qu'il faut bien prévoir. Et puis dans une deuxième partie qui viendra dans une autre vidéo, je vous parlerai plus précisément de chiffres. Alors évidemment, que ce soit dans cette première partie ou dans la suivante, moi j'aime pas trop parler en général quand je connais pas vraiment les situations des uns et des autres. Moi, évidemment, je pourrais parler de ma situation, puisque moi, en fait, localisation et style de vie, j'ai déjà choisi, et le budget, je l'ai étudié, et je pourrais vous en faire part. Voilà, je reviens tout de suite pour expatriation en Thaïlande. À tout de suite. Bon, on reprend tout ça. Alors, dans cette étude très sérieuse de l'expatriation, en fait, ce que je vais faire là, dans un premier temps, je vais vous dresser une espèce de comment appeler ça, de sociologie, même si je prétends pas être un sociologue, hein. Mais bon, une espèce de sociologie de l'expatriation en Thaïlande, et comme ça, pour chaque en fait catégorie d'expatriés, je pourrais un petit peu parler de la localisation et du style de vie. Alors, évidemment, moi, ce que je connais le mieux, c'est un peu le cas quand même des retraités, puisque je le suis et que mon projet, il tourne autour de la retraite. Mais quand même, alors commençons par, je dirais, ce que je vais pouvoir appeler les expatriés professionnels classiques. Alors, à noter à ce propos-là que historiquement, c'est quand même le profil dominant, hein. C'est-à-dire, c'est des gens à qui on a proposé, une boîte française, si vous êtes français, a proposé un poste en Thaïlande, ou des gens qui ont eu une proposition d'une société implantée en Thaïlande. Alors, tranche d'âge, ouais, c'est plutôt des gens qui sont jeunes ou relativement jeunes. Je dirais, allez, 25, 45 ans à peu près. C'est souvent des gens qui sont diplômés, c'est-à-dire que grâce à des études, ils sont devenus cadres sup, experts techniques. Voilà, des gens diplômés de l'enseignement supérieur. Ce qu'on peut donc reconnaître comme une expatriation qualifiée. C'est donc des gens qui, alors, évidemment, quand ça vous tombe dessus, il y a deux cas de figure. Soit c'est des gens qui connaissent déjà la Thaïlande et qui disent « Ah bah oui, tiens, super la Thaïlande, pourquoi pas, allons-y ». Ou c'est des gens
qui connaissent pas, mais qui se renseignent un peu avant d'accepter. Voilà, qui regardent évidemment des vidéos sur YouTube, entre autres, et puis qui décident de passer le pas. Alors, ces gens-là, mais comme dans tout cas d'expatriation, ils peuvent être en solo, ils peuvent être en couple, ils peuvent être en famille. Alors évidemment, dans la prise de décision, c'est la première question à régler. C'est-à-dire, bon, si on est tout seul, évidemment, la décision ne regarde que vous, que soi. Mais si on est en couple, il y a 2 personnes qui doivent donner leur avis. Et si on est en famille, il faut convaincre toute la famille que c'est une bonne idée de partir, avec parfois tous les problèmes qui ne sont pas des petits problèmes. Hein. Moi, je l'ai vécu quand j'étais gamin en France, avec un père qui était muté, on changeait de ville sans arrêt. C'est vrai qu'il y a un moment donné, quand on grandit, le fait de perdre ses copains, le fait de perdre sa première copine, le fait d'être obligé de changer d'environnement en permanence, pour les gosses, c'est pas, et pour les adolescents peut-être surtout, c'est pas facile. Donc voilà, en tout cas, c'est des gens qui sont intéressés par des missions internationales, ils veulent avoir une carrière internationale. Donc voilà, immédiatement, ils sont branchés là-dessus. Alors, c'est évidemment aussi, ça s'adresse souvent à des gens qui parlent déjà anglais, parce que, encore une fois, pour venir bosser en Thaïlande, ou d'ailleurs même en vacances, l'anglais, c'est un peu nécessaire quand même. Donc voilà, les secteurs, je dirais économiques que ça regarde, on va dire l'ingénierie en général, l'hôtellerie, la finance bien sûr, ça peut être des assurances, l'industrie et puis aussi les technologies. Alors, en général, ces postes-là, c'est vrai que ces gens débarquent souvent en fait à Bangkok, parce que c'est là que les choses se passent. Après, pour certains secteurs, par exemple l'hôtellerie, évidemment, ça peut être, je dirais, dans toute la Thaïlande que je vais qualifier de touristique. Hein, voilà. Donc ces gens-là, alors, moi, pour parler de moi, c'est un tout petit peu ce que j'ai vécu, en fait, parce que, alors, c'est un peu la voie royale, hein, parce que moi, en fait, je suis venu passer ici 7 mois sur un projet de film. Ça aurait d'ailleurs eu un peu plus, ça aurait pu être plus long, mais on a été arrêté par le Covid. Et en fait, c'est une proposition qu'on m'a faite. Donc moi, il se trouve que je connaissais un peu la Thaïlande et que du coup, ça m'intéressait évidemment d'y revenir, d'y rester longtemps et de pouvoir y travailler. C'est d'ailleurs de là qu'a découlé après mon envie d'y venir de plus en plus et d'y passer ma retraite, enfin en tout cas une partie de ma retraite. Voilà. Alors je dis c'est la voie royale parce que moi ça m'est arrivé, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, je suis arrivé avec une exemption de visa et à partir de là, mon employeur s'est occupé d'absolument tout. C'est-à-dire que, alors quand je dis mon employeur, en fait, je vais parler, même si ce projet était un projet BBC à Londres et Netflix, en fait, il y avait une boîte de production thaïlandaise, locale, qui donc s'occupait de tous les aspects pratiques. Et donc, ces gens-là, ils sont occupés de me trouver un appartement, ils sont occupés de tous mes problèmes de visa et de work permit, puisqu'évidemment, ça a été nécessaire vu que je suis resté longtemps et que j'y travaillais. Et puis, ils sont occupés aussi de problèmes d'assurance. Alors là, c'était un peu spécial. C'est-à-dire que, alors j'avais pas vraiment un contrat d'assurance, mais tout était pris en charge par la production. Donc je parle de frais médicaux, mais avec la quasi-obligation de ne s'adresser qu'au B&H Hospital à Bangkok. Voilà. Alors, c'est loin d'être le pire. Hein. Voilà, non, c'est un hôpital privé 5 étoiles où les soins sont d'excellente qualité et les conditions d'accueil, de séjour sont exceptionnelles, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la voie royale parce qu'en fait, ça permet de passer du temps ici dans des conditions vraiment, je veux dire, c'est pas compliqué. En plus, j'imagine que d'autres grosses boîtes françaises, ils vont peut-être même plus que ça. Hein. Ils doivent peut-être même prendre des choses en charge comme, je sais pas, peut-être l'école pour les enfants, s'il y en a. Enfin, plein de trucs comme ça qui sont pas des détails. Voilà. Alors, ensuite, moi, franchement, encore une fois, c'est la voie royale. Mais bon, il faut avoir l'opportunité de le faire, ce
qui n'est pas donné à tout le monde. Après, autre catégorie, je dirais, il y a ce que je vais appeler les entrepreneurs et les indépendants. Alors, ceux-là, en fait, alors, tranche d'âge, tiens, allez, de nouveau, 30, 50 ans, on va dire, à peu près. C'est souvent des gens, alors c'est des gens en fait qui vont faire la démarche eux-mêmes. C'est que pour des raisons qui leur appartiennent, ils vont décider de venir entreprendre en Thaïlande, voilà, de manière indépendante, ce qui veut dire, bah oui, monter des business, monter des boîtes. Alors, ces gens-là, souvent, ils connaissent déjà la Thaïlande, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas là par hasard, voilà, ça leur plaît. C'est souvent des gens qui ont un capital économique ou entrepreneurial qui n'est pas négligeable et qui va d'ailleurs leur permettre de faire face aux coûts d'installation ici et également aux coûts de création d'une entreprise et de lancement d'une entreprise. Et c'est aussi évidemment des gens qui ont une expérience professionnelle préalable. Alors en ce moment, on voit beaucoup, d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que sur YouTube, il y a eu 2 vidéos coup sur coup, mais elles se sont enchaînées à quelques jours sur des boulangers. Voilà, alors je vous donne pas le nom des youtubeurs, vous les trouverez tout seuls, mais il y en avait un qui était installé ou une famille qui était installée à Koh Samui, et les autres, l'autre qui était installé, je crois, à Patong, à Phuket. Alors ça, c'est le cas typique. Bah oui, voilà, c'est des gens, ils étaient boulangers en France, ils connaissaient la Thaïlande, ils ont vu qu'il y avait des possibilités ici de faire un peu de business et sans doute de s'en sortir mieux qu'avec leur activité française. Alors, qu'est-ce qui les intéresse ici? Ils profitent de quoi? Ils vont profiter, d'un coût du travail qui est beaucoup plus faible, évidemment du dynamisme touristique qui, même s'il est un peu en baisse en ce moment, est toujours très important. Et puis d'opportunités comme ça, de niche. La boulangerie, par exemple, c'est exactement ça. Mais bon, il peut y en avoir plein d'autres. Il y a aussi des gens, alors c'est souvent des trucs de bouche, mais il y a des gens qui font de la charcuterie, il y a des gens qui font du fromage, il y a même des gens sur Phuket, à Chalong, qui font du rhum, qui ont repris une distillerie de rhum et qui fabriquent un excellent rhum qui s'appelle le Chalong Bay. Ces gens-là, ils viennent, si je ne me trompe pas, c'est les gens qui viennent des Antilles et qui sont évidemment arrivés ici avec un gros capital professionnel, puis qui ont vu l'opportunité. En se baladant, donc les activités classiques ici et qui demandent, c'est beaucoup mieux, il ne faut jamais se lancer à l'aveugle, mais qui demandent d'avoir déjà une expérience, je dirais la restauration, bien évidemment, les trucs de bouche, comme je l'ai dit, donc boulangerie, charcuterie, fromage, voilà, épicerie fine, française, voilà, donc le tourisme, des agences de services divers et variés, du consulting et évidemment aussi de l'immobilier et du e-commerce, voilà. Et donc en effet, récemment, puisque je parle de e-commerce, sont apparus les digital entrepreneurs, voilà, pour faire un truc moitié anglais, moitié français. Et puis des espèces de freelances internationaux. Donc voilà, alors ces gens-là, je dirais que ces gens-là, ils peuvent s'installer un peu partout en Thaïlande. Alors évidemment, tout ce qui est restauration, tourisme, même peut-être immobilier, tout ça, ça risque de s'installer plutôt dans les endroits où il y a du tourisme. Bon, Bangkok, parce qu'il y a beaucoup de touristes à Bangkok, mais évidemment, les grands classiques, Koh Samui, Phuket, Pattaya, pourquoi pas, Hua Hin aussi, un peu, voilà. Liste non exhaustive. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là vont monter leur entreprise là où c'est le plus intéressant pour eux. Allez, je vais dire un truc qui n'est peut-être pas si juste, mais si par exemple c'est plus intéressant d'aller faire du fromage à Chiang Mai parce qu'on a un accès plus facile aux matières premières dont on a besoin, ils vont aller dans le nord de la Thaïlande. Voilà. Donc ensuite, alors troisième catégorie,
on va appeler ça les lifestyle migrants, voilà, un peu les aventuriers de la vie, quoi. Donc là, c'est déjà des gens qui ont, à mon avis, eu une première expérience heureuse ou moins heureuse en France. Donc, je dirais qu'ils sont dans une catégorie d'âge qui c'est pas forcément des jeunes, des super jeunes. Ça se situe plutôt entre 30 et 55 ans. C'est des gens qui sont issus d'une classe plutôt moyenne ou supérieure. Voilà. Et puis leur logique à eux, en fait, c'est surtout de chercher un mode de vie, de changer leur lifestyle. Voilà. Et donc de chercher un mode de vie plus agréable, voilà, qui leur convient mieux. Après, sans doute avoir été un peu dégoûté de celui qu'ils avaient en France ou dans d'autres pays. Et donc évidemment, là, ce qui va compter beaucoup, c'est le climat, le coût de la vie, un rythme évidemment beaucoup moins stressant, ça baille, n'est-ce pas? Et puis, ça peut aussi être, pourquoi pas, une espèce de quête de sens un peu presque philosophique, je dirais, c'est-à-dire redonner du sens à sa vie. Donc, ces gens-là, je dirais qu'ils vont s'installer là où ça leur plaît. Alors, je reviendrai après sur ce que je vous conseille de faire avant de choisir un endroit où atterrir en Thaïlande. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on ressent beaucoup en ce moment, le désir de changer de vie, de changer donc de lifestyle. C'est une des motivations majeures de l'expatriation chez les Français en ce moment. Alors, inutile de vous dire que ça passe aussi par un petit dégoût de la France qui est justifié ou injustifié, ça, voilà. Et puis alors, c'est aussi beaucoup commenté chez les YouTubeurs, surtout ceux qui ont des services à vous vendre, n'est-ce pas, de conseils à l'expatriation, par exemple, où là, évidemment, faire un instantané de la France un peu flippant, un peu défaitiste, un peu négatif, ça peut permettre aux gens de prendre la décision de venir en Thaïlande et de tomber dans leurs mains, voilà, surtout s'ils ont un peu d'argent à dépenser. Moi, personnellement, je vous le déconseille, mais c'est un truc sur lequel on reviendra aussi. Et donc, ces gens-là, souvent, c'est vrai que ils ont un travail un peu flexible, quand même, ils ont souvent des projets personnels. En fait, c'est ça qui peut les motiver pas mal. Et puis, c'est souvent les gens chez qui on retrouve une vie de plutôt semi-expatriés. C'est-à-dire qu'ils viennent passer du temps ici, mais il leur arrive quand même de retourner en France. Quand j'ai dit qu'on allait les retrouver un peu partout en Thaïlande, disons, alors principalement, surtout c'est surtout des gens qui vont, par exemple, aller s'installer à Chiang Mai parce qu'ils veulent fuir les destinations thaïlandaises un peu trop touristiques. Ils veulent pas non plus de la grande ville, Bangkok. Ils fuient comme la peste tout ce qui est Phuket, même Koh Samui, etc. C'est pas ça qui les branche. Bon, quoique, s'ils connaissent un peu, on peut aussi les retrouver là-bas. Et puis alors, la quatrième catégorie, la mienne, n'est-ce pas? Les retraités expatriés, mais oui. Alors, ceux-là, 55, 75, alors on pourrait presque dire 50, vu que vous savez que le visa retraité, c'est à partir de 50 ans, en fait. Ce qui ne correspond pas du tout, évidemment, à une situation de retraité effective. Mais bon, voilà, donc, ces gens-là, en général, ils ont juste envie voilà, ils commencent à toucher leur retraite, donc ils ont une pension française. On reviendra sur les montants plus tard, nécessaires à mon avis. Et ils ont souvent aussi un capital immobilier qui pourra leur permettre de s'installer ici. Alors ça, le capital immobilier, c'est aussi un grand sujet, c'est-à-dire que, admettons, vous décidiez de quitter la France pour venir vous installer ici. Est-ce que vous devez vous débarrasser, est-ce que vous devez vendre en fait ce que vous avez en France si vous avez un capital immobilier, ce qui vous permettra évidemment ici de vous réinstaller, voilà, et d'avoir de l'argent devant vous. Bon,
en prenant le risque évidemment de ne plus rien avoir en France. Ce qui veut dire, je ne le souhaite à personne, mais vous savez que le retour est toujours possible parce que y a des expériences d'expatriation qui se passent bien et il y en a d'autres qui se passent mal. Il y a des gens qui finalement, au bout de quelques temps passés ici, se rendent compte que ça leur convient pas forcément et que finalement ils préféraient retourner chez eux, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, bon, faut pas trop se lancer quand même de manière trop définitive. Donc voilà, donc ces gens-là, sur leur mode de vie, en fait, je dirais que c'est des résidences de longue durée. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent pas là pour rigoler, quoi. Ils viennent là pour s'installer et pour rester. En fait, c'est très souvent aussi des gens où on va trouver des mariages avec un ou une, plutôt une partenaire thaïlandaise. Bon, les raisons, évidemment, elles sont évidentes. Et puis, c'est aussi des gens qu'on va beaucoup retrouver regroupés en communauté d'expatriés. C'est-à-dire que les retraités, oui, ils adorent, pour des raisons diverses et variées, ils adorent se retrouver entre eux. Ce qui va d'ailleurs expliquer, alors par exemple, que pour ce qui est des retraités français, on va en retrouver beaucoup, par exemple dans une ville comme Hua Hin, alors qui est vraiment une destination très prisée des expatriés retraités, parce que c'est un endroit plutôt calme en Thaïlande, c'est au bord de la mer, même si moi je suis pas fan de la mer de ce côté-là. Enfin, voilà, mais bon, souvent c'est pas des gens qui passent non plus leur vie à la plage, mais en tout cas c'est une ville calme, pas trop loin de Bangkok, où l'immobilier est encore plutôt abordable. Ça risque de changer, à cause du succès de Hua Hin, à cause du fait qu'ils sont en train de construire un train qui va relier Bangkok de manière, qui va relier Hua Hin à Bangkok de manière très rapide. On en trouve pas mal aussi à Pattaya. On en trouve pas mal aussi à Phuket, voilà, surtout dans le sud d'ailleurs, vers Rawai. Et puis, Koh Samui, en fait, il y en a, il y a beaucoup de Français à Koh Samui. Je suis pas sûr qu'ils soient tous retraités. Enfin bon, Koh Samui est quand même une destination plutôt chère. Et puis, moi, je considère que c'est une destination un peu chiante si on veut y passer sa vie, parce que c'est petit, c'est quand même assez, même si c'est très joli, c'est quand même assez limité. Donc voilà, et puis bouger depuis Koh Samui, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas construit le pont, mais ça va prendre du temps, puisqu'ils construisent un pont là au sud de l'île, en fait pour rejoindre le sud de la Thaïlande. Donc pour l'instant, c'est vol obligatoire, donc on peut pas prendre sa voiture et aller bourlinguer, on peut faire que le tour de l'île avec la voiture. Donc voilà. Et puis alors ceux dont j'ai commencé à parler un peu, alors là, les fameux nomades digitaux, là. Les nomades digitaux, alors eux, c'est plutôt au niveau installation. Alors, c'est plutôt simple pour eux, même si je pense qu'il y a quand même deux trucs incontournables, c'est Bangkok d'une part et Chiang Mai, c'est un peu deux hubs historiques, on va dire. Et pourquoi ? Parce que c'est deux villes qui sont très organisées pour faciliter la vie des nomades digitaux, avec beaucoup d'espaces de coworking, avec une excellente connexion partout. Voilà, donc après, c'est un peu des choix de vie, quoi. Chiang Mai, c'est pas Bangkok, mais on en trouve aussi quand même des gens qui sont nomades digitaux et qui ont envie aussi d'être pas loin de la mer. Donc on va en retrouver aussi pas mal à Phuket, à Pattaya que je connais pas bien, mais à Pattaya j'imagine aussi. Et donc ces gens-là, alors leurs activités, alors c'est encore un autre sujet. Il faudra faire attention aussi au problème de permis de travail, c'est-à-dire que les nomades digitaux qui ici n'ont pas besoin de permis de travail, et qui veulent vivre en Thaïlande, il faut que ce soit des gens qui ne travaillent qu'avec l'étranger. C'est-à-dire, ce sont des gens qui normalement ne doivent pas... Alors, sauf s'ils demandent un work permit.
un permis de travail. Mais sinon, c'est des gens qui ne peuvent pas utiliser les ressources de la Thaïlande. Et quand je parle des ressources, c'est très large. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, normalement, vendre de produits thaïlandais. Vous ne pouvez pas non plus même faire des vidéos qui vantent les beautés du pays. À un moment donné, c'est un peu utiliser les ressources du pays quand même. Donc ça peut poser un petit problème. Ces gens-là, très souvent, c'est des gens qui sont déjà implantés en France et comme ils travaillent, on va dire, chez eux, bah, du coup, ils peuvent très bien être nomades, ils ont besoin d'un ordinateur. Donc pourquoi pas la Thaïlande? C'est très souvent des développeurs, c'est des gens qui peuvent faire du marketing digital, des fameux créateurs de contenu, là, qui est une espèce de grand sac, un peu un fourre-tout, quoi. Et puis des gens aussi qui font du trading ou du consulting. Alors, ces gens-là, normalement, s'ils veulent qu'on les laisse tranquilles, il faut qu'ils ne travaillent exclusivement qu'avec la France ou qu'avec un autre pays, mais pas avec la Thaïlande. C'est-à-dire, pourquoi pas, embauchés par une boîte française, avec des clients français ou d'autres pays européens, peu importe. Et bon, donc du coup, très récemment, ces gens-là, on leur a créé des visas adaptés, dont le fameux DTV. Voilà, alors le DTV, il n'y a pas de permis de travail adossé à ça. Donc ça correspond exactement à ce que je dis. Vous pouvez demander un DTV, vous pouvez travailler par ordinateur, mais à condition de ne travailler qu'avec l'étranger, pas avec la Thaïlande, sans utiliser la Thaïlande. Voilà. Et puis bon, alors il y a une dernière petite catégorie là, que j'appellerais les expatriés relationnels, on va dire, voire familiaux. Alors ces gens-là, c'est plutôt un profil, on va dire, qui va aller de, je sais pas, 30-35 ans à 60 ans, voire plus. Alors c'est très souvent des couples franco-thaïs, avec des projets familiaux. Et en fait, leur logique à eux, c'est le mariage, et oui, ça existe encore, et puis regroupement familial, voilà, c'est-à-dire que ils veulent venir habiter ici parce que ils ont leur femme ici, pourquoi pas des enfants ici, donc regroupement familial, et puis alors, c'est aussi des gens qui apprécient ce double ancrage culturel. N'est-ce pas? Alors ces gens-là, il faut voir que c'est sans doute eux qui ont, je dirais, la plus forte intégration dans la société locale, évidemment, puisque c'est souvent c'est souvent des gens mariés avec une Thaï, qui peuvent avoir des enfants Thaï, et c'est d'ailleurs très souvent des gens qu'on va retrouver dans des coins comme l'Isan, par exemple, mais ces gens-là sont pas forcément ni à Bangkok, ni dans les charmantes bourgades touristiques. Voilà. Donc voilà pour ce petit aperçu comme ça. Alors, dans la prochaine vidéo, en fait, je vais vous parler de moi, c'est-à-dire que je vais vous retracer mon parcours et puis je vais vous retracer comment j'ai choisi où je voulais passer ma retraite et quel type de vie j'ai envie d'avoir. Voilà, je vous le dis tout de suite, plutôt confortable. C'est-à-dire que je viens pas ici pour galérer. Voilà, moi il y a des choses dont j'ai besoin, dont j'ai envie, et c'est ça que j'aimerais obtenir. Et puis je vous livrerai aussi un petit budget qui est le mien, voilà, que j'ai calculé de manière très précise. Voilà. Et pour tout ça, les amis, il faudra patienter jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous en avez envie, je ne vous force pas. Mais si vous en avez envie, vous pouvez cliquer, vous pouvez commenter et bien sûr, pourquoi pas vous abonner. Allez, soyons fous. Bye bye. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo.